Bonjour, on va commencer notre deuxième séance sur la philosophie de l'art en général, plus spécifiquement sur ces 4 approches dont on a parlé la dernière fois. Récapitulons vite. On avait nommé les 4 approches qui nous servent comme hypothèse de travail. La forme, les contenus, la volonté de puissance et les combats entre le monde et la terre. Ok? Donc l'hypothèse de travail était la suivante. J'estime que les spectres, au niveau de la sensibilité et de la disposition, par rapport à toute la série d'éléments qui concernent l'expérience esthétique, l'œuvre d'art et l'art en général, qu'on retrouve à partir de ces 4 approches, sont suffisamment larges, enfin les spectres sont suffisamment larges, comme pour nous permettre une certaine compréhension de l'art contemporain, enfin du fait artistique actuel. Et notamment, on essaye de viser l'architecture. Donc, pour arriver à l'architecture, il faudrait donc qu'on se promène, qu'on fasse la trajectoire de ces 4 approches. Aujourd'hui, on avait dit qu'on allait commencer avec l'approche formaliste. Donc, les modèles ou les penseurs les plus radicaux et Kant. Donc, je pense que la meilleure manière d'aborder donc l'approche formaliste, c'est directement d'essayer de comprendre l'esthétique kantienne. Si on comprend l'esthétique kantienne, on sera tout à fait capable de comprendre les conséquences et les enjeux de l'approche formaliste en général. Est-ce que c'est clair tel comme je viens de le montrer? Bien. Donc, la première idée, en général, pour entrer dans les vifs du sujet, c'est de comprendre, bien entendu, que ces 2 termes, forme et contenu, d'une part, ont déterminé l'histoire entière de l'esthétique ou de la philosophie de l'art, ou de l'art tout court, et que dans leur différence, dans leur manière de rentrer en rapport entre eux, on construit, concrètement, on construit l'histoire qui est la nôtre autour de l'art. Le formalisme, en général, avant de passer aux détails kantiens, eh bien, suppose une approche qui tient en compte l'œuvre d'art ou les produits artistiques comme une pure construction formelle. Pure construction formelle. L'idée derrière, c'est que cette pure construction formelle, cet objet compris comme pure construction formelle, possède une structure et simultanément, cette structure qui est connue, qui est expérimentée par les spectateurs, produit du plaisir. Donc l'idée, d'une part, produit artistique comme pure construction formelle. 2, cette pure construction formelle suppose une structure. Et 3e élément, cette structure-là, l'expérience de cette structure produit un certain plaisir. On va essayer de comprendre ce que je viens d'indiquer. Et on va le faire
en différentes séances dans lesquelles on va développer la pensée à nouveau kantienne de l'art. Ok? Bien. Kant, formalisme, 1790. Donc on est vraiment à la fin du XVIIIe. La problématique de l'esthétique, dans les cours de ces siècles-là, 18e, a été vissée nettement, clairement, la question du goût. La question du goût. Donc, chez Kant, il s'agira de déchiffrer et en quelque sorte de synthétiser la question du goût ou de la faculté de juger du beau. Les jugements esthétiques. Donc, comment est-ce qu'on fait pour juger du beau ou du laid? Et au centre même, c'est les noyaux même de la pensée esthétique formaliste. Peut-être souligner aussi que la critique du jugement, c'est-à-dire l'esthétique kantienne, la critique du jugement, est la troisième critique de Kant. On se rappelle, première critique est vouée, destinée complètement à la question de la connaissance, et quelles sont, comme à chaque fois, quelles sont les limites de la connaissance, critique de la critique de la raison pure. Deuxième critique, la critique de la raison pratique, c'est-à-dire la morale, comment je dois me comporter. Troisième critique, la critique du jugement, c'est-à-dire la critique sur les goûts, sur notre faculté de juger les beaux, les jugements esthétiques. C'est clair? Trois critiques. Ça, c'est la pensée, ce qu'on appelle la pensée critique. La pensée critique est constituée par ces trois livres, trois monuments de la pensée philosophique, où Kant s'attaque à la connaissance, à la morale, à l'esthétique. Bien. Donc, déjà dans la critique du jugement, donc déjà dans l'esthétique ou dans l'esthétique kantienne, première information donc, il s'agit de comprendre comment est-ce qu'on arrive à juger du beau. Comment est-ce qu'on arrive à formuler un jugement? Ceci est beau, ceci est laid. Bien. Tout ça, c'est pas moindre par rapport à ce qui nous intéresse, qui est la voie formaliste. La voie formaliste sera toujours liée d'une manière ou d'une autre, plus ou moins directement, avec cette idée comment j'arrive à juger du beau, comment j'arrive à dire, à formuler ceci est beau. Bien. Deuxième élément de la critique du jugement qu'il faut tenir en compte tout de suite. Cette histoire de comment j'arrive à juger, enfin les jugements esthétiques, comment j'arrive à juger du beau, chez Kant, est de grande utilité pour que la pensée arrive à surmonter ce que Kant appelle la querelle du rationalisme et de l'empirisme. Ou, autrement dit, de l'objectivité ou de la subjectivité du beau. C'est ça ce qui l'intéresse à Kant, donc, qui est pour nous maintenant, c'est lui qui a développé de la manière la plus radicale l'approche formaliste. D'accord? L'approche formaliste a été développée de la manière la plus radicale par Immanuel Kant. Qu'est-ce qui l'intéresse à Immanuel Kant maintenant? C'est essayer de résoudre ces grands problèmes philosophiques, en tout cas, grand problème pour les modernes, pour la pensée moderne, qui est celle de la confrontation entre le rationalisme et l'empirisme, c'est-à-dire entre l'objectivisme et le subjectivisme.
Bien. Et Kant va résumer cette querelle d'une manière assez géniale, assez monumentale, je dirais, avec ce qu'il appelle l'antinomie du goût. L'antinomie du goût. Thèse. Les jugements de goût ne se fondent pas sur des concepts. Si jamais était le cas, on pourrait disputer à ces sujets. Qu'est-ce que ça veut dire disputer chez Kant? Décider par des preuves. Décider par des preuves. Concrètement, ça veut dire, je suis en train d'indiquer, là je suis littéralement Kant, que si on pouvait disputer autour du jugement du goût, on arriverait à des conclusions objectives. Mais il s'avère impossible. C'est-à-dire que les jugements du goût ne se fondent pas sur des concepts. Qu'est-ce que c'est un concept chez Kant? Une règle, un universel, une loi. Donc ça c'est la thèse. Mais en même temps, par rapport au goût, on peut dire le contraire, antithèse. Les jugements du goût se fondent sur des concepts. On peut affirmer, se fondent sur des concepts. Car, autrement, on ne pourrait même pas, en dépit des différences qu'ils présentent, discuter à ces sujets. Il s'avère qu'on a une tendance à discuter sur le beau ou autour du beau. On a une sorte de prétention, on prétend l'assentiment nécessaire d'autrui par rapport à ces jugements. On essaye de convaincre l'autre par rapport à la beauté d'une œuvre, par exemple, ou d'un paysage. C'est-à-dire que quelque part, va nous dire Kant, il doit avoir quelque chose d'ordre général. Il doit avoir une sorte de concept auquel on fait appel pour qu'on veuille, si ce n'est que pour qu'on prétende de convaincre l'autre de la beauté qu'on ressent. Vous comprenez? La question du goût est tout de suite posée comme un véritable problème. C'est-à-dire qu'on peut défendre les antinomies du goût. On peut défendre une thèse et son antithèse. Comme quoi, la question du goût n'admet pas des concepts et, en même temps, on peut défendre le contraire. Comme quoi, la question du goût admettrait des concepts ou des normes ou des règles générales. Donc, il est, Kant, désireux d'échapper au relativisme, ce qu'on appelle en philosophie, au relativisme empiriste. C'est-à-dire, chacun avec son propre goût, un goût qui serait impartageable, qu'on ne pourrait pas partager. Mais en même temps, quand il est conscient des limites du rationalisme, qui, bien entendu, s'interdit de penser une véritable spécificité. Donc, s'il faut renoncer à situer les beaux dans les registres subjectifs du sentiment des plaisirs ou des peines, il faut, néanmoins, que ces sentiments ne diffèrent pas en chacun et assurent au beau une sorte de validité universelle. Phrase de Kant, comme s'il était objectif. Donc, la problématique est posée, il s'agit d'essayer de résoudre cette opposition entre objectivité et subjectivité, entre universalité et dimension empirique. Comment est-ce qu'il va le faire? Il va le faire en traitant la question du goût à partir du jugement, comme il l'a fait déjà
avec la morale et la connaissance. Il s'agit donc d'étudier et d'analyser les jugements sur ou autour du beau ou de la beauté. Kant il sera, terriblement habile pour manier, pour analyser, pour décortiquer comment est-ce qu'un jugement comme ceci est beau peut avoir lieu. Et du coup, en faisant ça, en développant cette étude, il va ouvrir la voie formaliste jusqu'aujourd'hui. Et on verra comment. Donc, premier élément donc, par rapport au jugement qu'il faut tenir en compte. Et c'est encore une spécificité kantienne, et c'est encore une spécificité de l'approche formaliste en général. Il faut distinguer les jugements sur les beaux des autres types de jugements. Il faut les distinguer. Dans la différence, dans les spécificités de chacun de ces types, des différents types de jugements, on va trouver leurs particularités. Vous comprenez? En distinguant les différents jugements, on retrouvera les caractères particuliers de chaque jugement. Bien. Quand, face à un paysage ou face à une œuvre d'art, on dit ceci est beau, ce paysage est beau, cette œuvre est belle, eh bien, ce qui se passe là, quand je formule ce jugement-là, est complètement différent en tant que démarche qu'un jugement, un autre type de jugement. Par exemple, quand je dis l'eau bout à 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés. Il s'agit de démarches différentes et qu'il faut, d'une manière simple, qu'on arrive à distinguer. Aussi, quand je dis Allegra est une personne qui agit avec justice, par exemple, un jugement moral, c'est pas du tout la même démarche. Ou encore, quand je dis ceci est un bon outil, un bon instrument. Là, on a 4 types de jugements. Ceci est beau, jugement esthétique. L'eau bout à 100 degrés, jugement de connaissance. Allegra est une personne juste, jugement moral. Ceci est un bon outil, ce que Kant constitue ce que Kant appelle un jugement d'agrément ou d'utilité. 4 types de jugements. Elle est où la racine des différentes approches de ces 4 types de jugements? Bien. Pour comprendre où réside la différence entre ces 4 types de jugements, il faut tout de suite qu'on comprenne de la manière la plus simple possible qu'est-ce que ça veut dire juger. Quelle est la faculté de juger? En général, eh bien, vous allez les comprendre tout de suite. Simple. Juger, pour Kant, c'est penser en particulier sous ou compris sous l'universel. En particulier, compris sous l'universel. La faculté de juger est le pouvoir de mettre en relation un cas particulier donné et une règle ou un concept universel ou général. Donc, juger, c'est lier un sujet particulier et un prédicat général. Exemple, cette figure est un triangle. Donc, il s'agit donc de penser un objet comme compris sous des règles. Un cas soumis ou pas à une règle. Ce triangle, celui-là, cette figure-là, est un triangle. Triangle, c'est le concept, c'est la règle. Cette figure-là est un cas dans, sous la règle. C'est clair? Donc, la faculté de juger est donc un élément important pour l'approche formaliste. Et donc, un pouvoir de décision
ou des choix. Un pouvoir, c'est qui a ces pouvoirs de décision? Les sujets qui pensent, les sujets qui jugent. Donc, les sujets qui jugent ont ce pouvoir de décision justement, de référer un sujet sous une règle, de faire ces liens, de faire cette synthèse, de construire cette relation. Je tiens à souligner que quelque chose qui m'a toujours touché quand j'ai étudié Kant, ce pouvoir de décision ne s'apprend pas. On ne peut pas l'apprendre à l'école. Kant dit que cette capacité qu'a le sujet de faire ces liens entre un cas particulier et un cas général, plus qu'un cas, un concept général ou une règle, ne s'enseigne pas. Ce qu'on peut enseigner, ce sont des règles, mais pas ce pouvoir de décision. C'est pour Kant, par là où passe une certaine génialité ou talent, ou même presque, je dirais, intelligence. L'intelligence n'est pas de connaître, ne réside pas en connaître les règles, mais de pouvoir faire ces liens, de pouvoir décider que ceci correspond à cette norme générale. Bien. Ceci dit, on revient à l'esthétique. Donc, il y a deux types de situations où une décision de ce genre se prend, qui permettent de distinguer deux types de jugements. Et on va finir là. Deux types de jugements. Un jugement déterminant et un jugement réfléchissant. Ou un type de jugement d'ordre ou de type déterminant et un autre type de jugement d'ordre ou de type réfléchissant. Et on arrête là, vous allez voir. Les jugements de type déterminant et les jugements dans lesquels les prédicats, c'est-à-dire la catégorie, les concepts, la règle, est donnée. Est donnée. On la connaît. Exemple parfait ou prototype du jugement de type déterminant, ce sont tous les jugements de connaissance. Les jugements de connaissance, au bout à son degré, eh bien, la règle ou le concept est connu par les sujets. On l'a. Avant de formuler les jugements, on connaît la règle. Dans les cas, et on finit avec ça, dans les cas de jugement esthétique, on ne connaît pas la règle. C'est pour ça que Kant va découvrir ces nouveaux types de jugements, c'est-à-dire réfléchissants. Pourquoi? Parce que dans ces types de jugements-là, la règle générale, les concepts, l'universel, n'est pas donné. C'est l'œuvre qui l'instaure. C'est l'œuvre qui les propose. L'œuvre donc, l'œuvre formelle, l'œuvre formaliste, suppose sa propre loi. Elle-même s'en occupe de présenter à les spectateurs les concepts avec lesquels il va falloir rentrer en rapport. Quel type de rapport, en tant que spectateur, on aura avec cette règle proposée par l'œuvre, on le verra la prochaine fois. Donc, on finit comme ça. Si on résume, dans la différenciation de quatre types de jugements, connaissance morale, esthétique et d'agrément, la première chose à tenir en compte, c'est ces deux grands types de jugements. Ceux avec lesquels on connaît l'universel ou la catégorie ou les concepts. La règle est donnée, jugement de connaissance. Et les autres dans lesquels la règle n'est pas donnée. On ne la connaît pas. L'expérience même esthétique supposera faire avec une règle ou une loi proposée par l'œuvre. Arrête là.